Alors, bonjour et bienvenue au colloque intitulé Vieillir dans les territoires en transformation, organisé par l'équipe de recherche VIE, qui est Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité, qui est financé par la FRQSC. Ce colloque est aussi en collaboration avec le CREGES, qui est le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, et Engage, qui est le Centre de recherche de Concordia sur le vieillissement. Je m'appelle Megan Joy et je suis professeure agrégée de sciences politiques à l'Université Concordia et je co-dirige l'équipe VIE avec Dr. Patrick Marier. Je suis également le directeur par intérim d'Engage. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Kanien'kehá:ka, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect le lien avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bien que cette conférence se déroule sur les terres non cédées de la nation Kanien'kehá:ka, beaucoup d'entre nous ne regardent pas de Montréal. Alors, nous vous invitons donc à réfléchir avec nous un instant sur les terres et les histoires où vous vous trouvez maintenant. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre premier panel du colloque intitulé Vieillissement en mouvement, territoire en changement. Alors, je poste des informations utiles dans le chat. Vous pouvez utiliser des écouteurs ou des autres parleurs dans une meilleure qualité d'audio pour une meilleure qualité. Votre caméra et votre micro seront fermés tout au long de la rencontre. Nous vous demandons de communiquer vos questions par écrit dans la section questions et réponses Q&R. Les questions seront acheminées aux conférenciers lors de la discussion à la fin. L'onglet clavardage ou chat sera utilisé pour vous communiquer par écrit des consignes et des documents pertinents. Le matériel post-conférence, alors l'enregistrement du webinaire et les autres ressources seront envoyés par courriel quelques semaines après la conférence. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à Catherine Bredette, qui est ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec les animateurs de cette séance, Pierre-Luc Lupien et Paula Legrand-Poblat. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente Paula Legrand, professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Il me fait plaisir d'animer cette première séance avec Pierre-Luc Lupien ici présent. Donc, la séance va se dérouler comme suit. La première présentation, c'est celle de mon collègue Sébastien Laure, qui est professeur aussi à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Sébastien est aussi directeur de l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge en développement urbain et immobilier. Et il va présenter les premiers résultats d'une recherche sur le vieillissement des personnes chez les personnes âgées immigrantes, donc surtout celles qui habitent les territoires de banlieue de la région de Montréal. On va voir quelques enjeux concernant le capital territorial. On va commencer par un regard sur la région de Montréal pour ensuite faire un changement dans le contexte territorial. Et on suivra avec la présentation de la vidéo vue sur la Gaspésie du réalisateur Mathieu Boudreau. On verra quelques similitudes sur les enjeux et les préoccupations des personnes âgées qui habitent en Gaspésie et le lien avec les personnes âgées qui habiteraient plus en région métropolitaine. Suivra ensuite un échange entre Pierre-Luc Lupien et Annick Galland sur la vidéo. Et on ouvrira ensuite la table pour la discussion parmi les participants. Donc, sans plus tarder, Sébastien, je te donne la parole. Oui, merci. Merci Paula, merci aux organisateurs, organisatrices du colloque. Donc, je vais vous partager ça. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé, mais je vais essayer d'être clair sur la présentation. Donc, comme Paula le disait, je vais vous présenter
des résultats, disons, en cours, en travail, en fait, sur notre projet, qui porte le titre « Vieillir et prendre sa place dans son quartier. Quels enjeux d'inclusion selon différents quartiers d'immigration du Grand Montréal ». Donc, je tiens à préciser, c'est un projet qui est fait en équipe avec Paula Negron-Pobleté, mais aussi Megan Joy, Mélanie Levasseur à Sherbrooke et Bob White aussi à l'Université de Montréal. Et puis, je mentionne aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont impliqués là-dessus. Et donc, voilà, c'est un travail d'équipe, mais que je présente tout seul. Donc, ma présentation va se diviser en gros, c'est assez classique, 5 points. Le premier, le contexte, les objectifs. Un troisième point où je vais discuter rapidement des facteurs d'intégration, des facteurs d'exclusion, sachant que certains peuvent être interchangés, certains peuvent être favorables à l'intégration, d'autres à l'exclusion et vice-versa, selon le contexte. Paula parlait en introduction de la question du capital territorial ou sur les dynamiques qu'on peut voir au niveau des territoires. Et puis, c'est justement le point 4 là, sur lequel on va se pencher un peu plus. Les 2 derniers points, 4 et 5, où on va discuter en fait des résultats qui sont en cours, puis des questions qu'on se pose en fait pour la suite du projet. Donc voilà, sans plus tarder, dans quel contexte tout ça se situe? On peut déjà dire d'emblée que le vieillissement chez soi, ça va être commun à plusieurs régions, à plusieurs territoires. C'est une aspiration qui est partagée par une vaste majorité, en fait, des personnes. Il s'agit d'une expérience qui est toutefois, disons, abordée souvent dans une perspective de continuité, évidemment, rester chez soi, une perspective d'adaptation. On va développer des stratégies pour pouvoir rester chez soi aussi. À l'origine de notre projet, c'était ça, les déterminants de l'exclusion sont souvent bien documentés au Québec, ailleurs dans le monde. Par contre, les dynamiques qui vont placer les personnes ou temporairement ou sur une période plus longue dans de la marginalisation ou de l'exclusion, comme processus, ça, c'est moins bien documenté, puis c'est surtout plus difficile à saisir. Et ça fait l'objet de débats, en fait, parce que ça évolue tant les dynamiques que les territoires eux-mêmes aussi vont évoluer. Donc, c'est un peu ça l'objectif de notre projet. L'idée, c'est d'aborder différentes configurations qui vont amener des vieillissements contrastés, en fait, qui peuvent amener à diverses expériences, en fait, du vieillissement. Donc, on peut vieillir en banlieue, on peut vieillir en milieu rural, mais on peut aussi vieillir avec un handicap, en situation de handicap. On peut vieillir avec des enfants en proximité, avec des revenus limités, on peut vieillir avec ou sans conjoint. Donc, on pourrait en faire une liste et le cumul ou les associations de ces grands déterminants-là qui sont souvent, disons, abordés de façon pas nécessairement indépendante, mais de façon avec un focus sur chacun de ces déterminants-là. L'idée, nous, dans le projet, c'était de les aborder de façon complexe, en fait. Puis ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que, en fait, ce qui va transformer aussi l'expérience du vieillissement chez soi, c'est qu'un changement dans ces configurations-là peut amener finalement des gens à devoir vivre leur vieillissement ailleurs que chez eux, en fait. Et donc, vieillir chez soi, dans son quartier, tel qu'on peut le concevoir, ou en tout cas tel que ça peut être mis dans plusieurs politiques ou plusieurs orientations, oui, c'est de la continuité, mais quand on l'aborde, puis quand on lit, puis on s'intéresse aux transformations, justement, de ces déterminants-là, le vieillissement, c'est tout sauf une expérience statique
ou linéaire. Et puis, ben, on voit dans différents contextes que les territoires, entre autres, peuvent changer assez rapidement, en fait. Et puis, ben, ça peut mener à des situations où, sans même déménager, ben, on peut se retrouver un peu, ne plus se reconnaître ou ne plus se retrouver chez soi, même si on fait l'expérience ou si on aspire à vieillir chez soi. Et donc, dans cette question-là du chez-soi, des transformations urbaines, des transformations territoriales, ben, la question de l'immigration, en fait, nous amène à poser beaucoup de questions parce que l'immigration en tant que telle, la transformation par l'arrivée de populations nouvelles fait qu'un quartier peut changer. Mais les immigrants, il y en a plusieurs générations qui ont vécu ici et puis qui ont vieilli, en fait, puis qui ont participé aussi à la transformation des territoires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc là, ben, on s'est posé deux questions dans notre projet. La première, c'est quelle particularité l'immigration amène-t-elle dans la perspective du vieillissement chez soi? Et quels défis ou possibilités d'innovation cette immigration-là implique-t-elle pour les villes, pour les municipalités, pour les arrondissements ou d'autres acteurs, en fait, des milieux locaux? Donc, les questions d'inégalité, de défis démocratiques, de reconnaissance, en fait, dans ces territoires-là en changement et des possibilités aussi d'innovation. Donc ça, je vais passer vite. On avait un premier objectif qui était de faire un portrait des quartiers d'immigration dans le Grand Montréal. On avait un deuxième objectif de caractériser des formes d'exclusion et de participation à la vie urbaine dans ces différents territoires-là. C'est là-dessus que je vais me pencher, peut-être un petit peu sur le troisième objectif qui est de documenter des modes de vie des migrants âgés et leur perception de leur milieu de vie. Donc, ce que je vais présenter, là, on est à quelque part beaucoup dans le deuxième objectif puis dans le troisième objectif. On s'intéresse dans le Grand Montréal à 3 types de milieux. Là, il y a beaucoup de textes, c'est un gros tableau, mais en gros, on s'intéresse à 3 types de milieux, des milieux d'immigration bien établis, des milieux vieillissants et en requalification par l'immigration, comme je disais un peu au tout début, et des milieux de migration émergents par des transformations urbaines. Et ce que je vais discuter beaucoup aujourd'hui, ben, essentiellement, c'est le deuxième type, des milieux de vie vieillissants qui sont en requalification par l'immigration. Et donc, quand on parle de transformation urbaine, ben, on peut dire que les expériences du vieillissement sont confrontées à plusieurs types de changements. Puis ça, c'est basé sur de la littérature un peu partout dans le monde, mais il y a peut-être 3 grandes formes de transformation. On va parler de revitalisation, de renouvellement urbain. On va parler de détérioration et de déclin urbain, d'appauvrissement, en fait, de certains secteurs. Et on va parler aussi éventuellement de gentrification, de rénovation urbaine. Donc, la personne âgée, à quelque part, elle doit s'attendre à vivre des changements relativement contrastés selon le type d'environnement. Et ces changements-là, éventuels, démographiques et économiques, bien, ça peut amener à de la perte de repères, de la baisse de participation, des sentiments de solitude ou d'isolement, perte de pouvoir d'achat, puis éventuellement à des déménagements. Donc, l'expérience positive du vieillissement, vous comprenez que c'est quelque chose dans un quartier en transformation qui peut être assez complexe, surtout lorsqu'il est question d'immigrants, en fait, de personnes âgées qui ont vieilli ici, donc qui peuvent avoir des retards ou différents types de déficits parce qu'ils sont arrivés, ils sont installés ou ont accédé à la propriété à un âge plus avancé que le reste de la population, qui vivent des vulnérabilités financières, des difficultés linguistiques, qui, ben, on l'observe dans la littérature, puis on va le voir dans les résultats,
qu'ici, c'est conjugué à une accessibilité spatiale déficiente, ça amène encore plus de problèmes. Et aussi, le rôle aussi assez contrasté qu'on a pu observer d'une trop forte cohabitation, disons, dans la communauté intergénérationnelle. Donc, autrefois, on se concentrait beaucoup dans les quartiers ethniques. Les centralités ethniques se matérialisaient à un endroit. Mais là, maintenant, avec les espaces métropolitains dispersés, de la mobilité aussi qui est aussi plus grande, on voit que les centralités ethniques changent de forme, deviennent des hubs d'accessibilité, peuvent se concentrer dans des communications, que ce soit virtuelles notamment. C'est aussi beaucoup lié à l'alimentation puis au mode de vie des groupes en question. Et ça correspond à des espaces culturels qui ne sont pas toujours non plus très, très clairs dans l'espace urbain. Et donc, pour arriver au résultat, voici une carte là où on peut voir les différents secteurs sur lesquels on s'est penché. En fait, c'est des secteurs où on retrouve des surreprésentations de personnes âgées immigrantes. Donc, grosso modo, là, on a une quinzaine de secteurs qui nous intéressent. Vous reconnaissez les secteurs plus bien établis d'immigration, Parc Extension, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Léonard, des quartiers qu'on reconnaît assez bien. Il y a des quartiers où on retrouve beaucoup d'immigrants, mais peut-être pas nécessairement beaucoup d'immigrants âgés. Je pense à Montréal-Nord, à Saint-Michel, il y en a un petit peu ici, vous voyez. Mais on voit surtout maintenant des banlieues, en fait. Brossard, on voit dans le West Island, dans l'ouest de l'île de Montréal, on voit aussi à Laval. Donc, il y a différentes concentrations comme ça de personnes âgées immigrantes qui sont maintenant en banlieue. Et puis, dans notre projet, on est allé voir est-ce que ça cause ou est-ce que ça soulève des enjeux qui seraient différents des quartiers qu'on connaît très bien, des quartiers centraux qui sont aussi souvent assez bien organisés. Donc, ce que l'on a fait, ou où est-ce qu'on en est rendu dans le projet, c'est de caractériser des dynamiques de quartier. Donc, on s'est penché sur quatre thématiques ou 4 types de données, forme et structure urbaine, distribution et présence de points d'intérêt dans la ville, le marché du logement, mobilité et accessibilité, puis la question des politiques urbaines. Aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est beaucoup plus la question et la présence des points d'intérêt. Et on l'a exploré avec des dimensions liées au mode de vie. Et donc, c'est 3 dimensions, mais c'est 4, c'est une petite coquille dans la présentation. Donc, s'alimenter. On voit que j'ai mentionné que la question de l'alimentation était importante. Se divertir et socialiser, trouver du soutien et rester en santé. Donc, on a pris l'exemple de deux banlieues. L'exemple de Brossard, l'exemple de Laval, c'était pour bien parler, 2 spots rouges là, sur notre carte, où on voyait beaucoup d'immigration et beaucoup de personnes âgées aussi issues de l'immigration. 2 banlieues métropolitaines, des banlieues urbaines, on pourrait dire aussi, qui sont constituées, disons, de bungalows, de maisons unifamiliales dans bien des cas, mais aussi beaucoup de logements locatifs dans les 2 cas. Donc, on voit que tout ce qui est en jaune, en fait, sur les cartes, c'est des secteurs de plus faible densité avec l'habitation unifamiliale, des pavillons. Et vous voyez, dans les 2 cas, des secteurs de bungalows, de maisons unifamiliales qui sont exclusivement résidentiels, donc on ne retrouve pas de services, pas de commerce, etc. Les commerces et les services sont plutôt localisés le long, comme vous pouvez le voir, de boulevards ou de voies métropolitaines. Dans le cas de Brossard, la même chose à Laval, sur le boulevard Curé-Labelle, par exemple, ou le long du boulevard Notre-Dame. La Pinière aussi, dans le cas de Brossard. Donc, on se retrouve avec des structures urbaines de banlieue assez classiques, entre guillemets,
où les services, les commerces, les points d'intérêt, justement, se retrouvent le long des grandes voies, avec le transport en commun aussi, et puis des quartiers résidentiels plutôt dépourvus, entre guillemets, de services. Quand on regarde à la question de s'alimenter, ben là, on voit très bien, que l'essentiel des commerces, en fait, va se localiser le long des grandes voies, avec très peu, en fait, de commerces ou de restaurants ou d'établissements, en fait, qui sont liés à l'alimentation. Et puis, ben là, la présence immigrante, en fait, elle va se matérialiser beaucoup, justement, le long de ces grandes voies-là. À Brossard, ben, ces grandes voies-là, ils sont métropolitaines, donc on retrouve beaucoup de circulation qui passe tout simplement à travers le secteur. Par exemple, le boulevard Taschereau ou la Grande Allée qui s'en va vers le sud. Évidemment, il y a des grands centres d'achat, mais la présence immigrante va se localiser beaucoup dans des secteurs proches des grands boulevards qui ne sont pas nécessairement des grandes destinations régionales, donc qui va beaucoup tourner avec l'alimentation, avec de la restauration, mais dans tous les cas, on va dépendre de la voiture pour atteindre ces concentrations-là. Laval, c'est un peu la même chose. Quoique les échelles sont plus petites, les distances à franchir sont moins longues, les voies sont de moindre importance au niveau métropolitain, mais on retrouve la même logique de dépendance à la voiture. Et on retrouve aussi la même logique de présence immigrante qui se retrouve dans des centres d'achat de quartier et des commerces qui sont le long des grandes artères. Pour ce qui est de la thématique se divertir et socialiser, ben là, on voit vous voyez qu'il y a beaucoup moins de points, mais ils suivent grosso modo la même logique, les mêmes grandes artères dans les deux cas. On voit des petites étoiles, c'est les lieux de culte où on voit la présence immigrante, on voit aussi qu'ils sont bien répartis dans les territoires. Dans le cas des Grecs, qui sont très présents à Chomédé, ben on voit que les lieux de culte sont présents, mais il y en a aussi beaucoup au centre-ville, notamment dans Parc Extension. Pour ce qui est à Brossard, c'est beaucoup plus les communautés chinoises ou asiatiques, mais beaucoup d'origine chinoise. Ben on voit que ils s'installent dans des bâtis qui sont un bâti qui est beaucoup moins formel de ce qu'on peut observer à Laval, et on voit des installations dans différents types de bâtiments. On voit ça peut être des centres commerciaux qui sont en requalification, ou ça peut être même des bâtiments de beaucoup plus petits gabarits. Pour trouver du soutien, ben là, on voit que les cartes sont pratiquement vides. En fait, à Laval, à droite, on voit qu'il n'y a rien. La communauté grecque, finalement, est très présente dans Parkex et a gardé ses établissements de soutien ailleurs, en fait. Et donc, ben, les personnes âgées et la communauté en général doit en fait parcourir une distance assez importante pour pouvoir aller vers le centre-ville. À Brossard, on voit certains établissements, on voit certains points, certains centres de répit, certains points d'intérêt justement pour trouver du soutien. Toujours le long des grandes artères, évidemment, mais aussi avec ce qui se passe à Brossard, puis le fait que les voies soient vraiment métropolitaines, avec une échelle ou une desserte qui va au-delà de desservir, en fait, uniquement ou plus précisément les communautés locales. C'est des services qui s'adressent finalement à des gens qui peuvent venir de relativement loin.
Et la dernière thématique sur laquelle on s'est intéressé, c'est de rester en santé. Donc, vous voyez que les cartes, là, elles sont bien garnies. On voit bien qu'à Brossard, en fait, le long de Tachereau, le long de Grande Allée, le pôle autour de Lapinière, on voit beaucoup d'établissements. Mais c'est des établissements qui ont un rayonnement beaucoup plus large que seulement la communauté ou les communautés de Brossard. Même chose pour Chaumédé, même s'il y a beaucoup moins d'établissements, puis le rayonnement est probablement beaucoup plus local. Et donc, quelle perspective ça ouvre, ça, en fait, ce premier, disons, cette étape-là encore un peu en vrac, un peu en cours d'analyse, en fait. On peut se poser des questions, puis on peut en discuter aussi tout à l'heure. C'est que, en fait, quels enjeux au niveau des points d'intérêt et de la mobilité, on peut déjà se poser la question comment composer avec différentes centralités du point de vue de la population, mais aussi des commerçants et des commerçants issus des communautés migrantes. Et dans le cas de Brossard, je parlais de rayonnement plus large, comment composer aussi avec des projets structurants métropolitains, régionaux qui sont en cours de réalisation et qui vont venir changer quand même la donne. Alors là, ça pose la question où localiser en fait les ressources et les services peut-être à l'extérieur des grandes voies que j'ai énoncées dans les deux cas et l'arrimage en fait de ces accès-là entre le local et le métropolitain, voire plus large. En fait, on est dans des transformations de milieu de vie où on retrouve pas nécessairement plusieurs opportunités de socialisation. Et à ce titre-là, la place des lieux de culte semble ressortir comme assez importante, tout comme, je ne l'ai pas indiqué sur les slides, les points de service municipaux et les bibliothèques municipales qui sont des lieux neutres et des lieux très appréciés pour leurs locaux, pour leurs possibilités qu'ils peuvent offrir aux communautés. Ensuite, au niveau des politiques urbaines et de la reconnaissance citoyenne, on peut se poser deux questions. Comment gérer une diversité de plus en plus complexe, mais qui, dans bien des cas, reste invisible? On l'a vu avec les points d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de présence. Les Grecs sont historiquement, depuis plus longtemps, présents en banlieue que peuvent l'être les Asiatiques du côté de Brossard. Dans bien des cas, on peut avoir des communautés qui restent invisibles. Quelles sont les emprises, en fait, des aînés dans l'espace et les réseaux de différentes communautés dans un même territoire, en fait? Donc, les lieux significatifs dans le quotidien des différentes communautés devraient être importants, tout comme l'évolution de modes de vie banlieusards vers des modes de vie beaucoup plus variés, en fait. Et qui dit mode de vie, dit des points d'intérêt, dit des commerces, des services, mais aussi des façons de socialiser, puis des façons d'habiter, en fait, ces territoires-là, qui a beaucoup plus de diversité. Et je vais terminer avec une dernière étape sur laquelle on se penche dans le projet, c'est de mettre en lumière, en fait, des défavorisations multiples. En fait, on connaît bien des favorisations au niveau économique. On connaît bien, avec les travaux, notamment en santé publique, la défavorisation matérielle et sociale. Mais là, ce qu'on voit avec les communautés d'immigrants vieillissants, c'est les défavorisations civiques et les défavorisations sociétales, en fait. Puis on peut se poser la question, est-ce que les communautés plus nombreuses ou historiquement présentes depuis plus longtemps que d'autres sont mieux reconnues? Et c'est ce qu'on semble observer, en fait, au niveau des différents groupes comme on a pu voir, où on voit au niveau des environnements, des priorités, en fait, qui sont données aux plus jeunes, aux plus actifs,
aux communautés migrantes qui sont mieux organisées, qui sont historiquement mieux implantées, etc. Et c'est ces perspectives-là qu'on va mettre de l'avant. Alors, je vous remercie. Merci, merci beaucoup Sébastien. Là, je vois la fenêtre de questions-réponses qui s'active. Je vous propose de passer de déménager, de partir plutôt en Gaspésie pour voir si ces enjeux qui sont observés, ces défis qui sont observés dans les banlieues de la région de Montréal, il y en a quelques similitudes avec les territoires de la Gaspésie. On va prendre toutes les questions, on va les laisser vers la fin, comme ça il va y avoir une animation plus active. Bonjour, merci. Je vais juste faire le passage de micro. Donc, merci pour cette super vidéo, là, à lire les commentaires, très, très appréciés. Donc, Pierre-Luc, Annick, je vous cède la parole. Oui, on se laisse respirer un peu après cette vidéo-là. Hein. C'est chargé, oui. Parce que c'est tout un... Ça reprend un peu des éléments, des conversations en tout cas, tu sais, moi, sur mon terrain, je suis en train de terminer une thèse, puis avec Annick qui est ici, là, t'es présentée dans la vidéo là, comme intervenante, là, mais nous autres, on se parle souvent au téléphone comme ça, juste pour échanger sur ce qui se passe. Puis, dans le fond, Annick, je voulais juste avoir tes premiers commentaires, aussi simple que ça, pour encourager les autres aussi qui sont venus. Avant d'aller là, j'aimerais remercier par contre là, l'équipe de vie puis le comité organisateur qui nous a fait une confiance immense, tu sais, de nous supporter pour faire ce document-là. Puis c'était à distance, tu sais. Il y a beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés en personne, puis ils ont fait vraiment confiance. Puis cette idée-là aussi que la Gaspésie puisse occuper un avant-plan là, comme ça, là, une situation, tu sais, on dit que la Gaspésie, c'est la région administrative la plus vieillissante du Québec, là, puis de vraiment comme s'y attarder puis de voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, merci, puis merci aux personnes qui sont présentes, là, qui assistent présentement en ligne. Je voulais juste faire ce petit mot-là, mais sans plus tarder, j'aimerais savoir tes premières réactions. C'est pas obligé d'être... ça peut aller comme ça, là, n'importe comment. Je veux vous féliciter, toi puis Mathieu, parce que j'ai reconnu ma région là, dans ce que tu as présenté. C'est concret, visuellement aussi, c'est magnifique. Mais au-delà de ça, tu as rencontré des êtres humains, une approche très, très, très humaine avec eux, puis tu as pris le temps d'écouter leur histoire, puis c'est beaucoup ça aussi. Ma job comme travailleuse de milieu, c'est d'écouter leur histoire, puis de voir comment je peux les aider. Puis je crois que d'exposer cette réalité-là, c'est vraiment apprécié. Là. Je suis sans mots, là. C'était vraiment émouvant aussi de votre vidéo là, pour moi. C'est ça, puis c'est de voir, peut-être pour faire le lien avec la première présentation, on parlait d'immigration puis de déplacement de population dans le contexte où souvent en Gaspésie, comme dans le reste des Maritimes, je pense, il y a quand même, comme on a la communauté autochtone, principalement Micmac, il y a des communautés francophones d'origine acadienne, puis il y en a qui ne sont pas nécessairement d'origine acadienne. Là. Je sais que en Haute-Gaspésie, c'est des gens du bas du fleuve qui ont continué à occuper le territoire. Puis des anglophones, mais de différentes origines aussi, là, irlandaises, on a des loyalistes, on a des Écossais, il y a des cultures différentes. Puis souvent, c'est comme une mosaïque de cultures. Puis en plus, ben là, on est dans un contexte où là, c'est la question des nouveaux arrivants, puis de l'attractivité de la région, ne serait-ce que dans le domaine de la santé. Là, on entend beaucoup parler ces temps-ci, la question de l'immigration. C'est pas dans la même région que nous. C'est ça qui est compliqué avec la Gaspésie. C'est 20 000 km². Puis, j'ai uniquement 10% qui est occupé. C'est le pourtour, c'est le littoral, mais il y a des villages qu'on va dire d'arrière-pays. Puis, il y a un groupe vraiment intéressant qui ont proposé de dire au pays au lieu d'arrière-pays. Là, c'est dans une pièce de théâtre. C'est l'incroyable histoire de Saint-Octave de l'Avenir. Il y a une histoire aussi particulière en Gaspésie, dans l'Est du Québec, où dans les années 60, il y avait le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, il y a eu des fermetures de villages, des délocalisations de population. Puis, tu sais, quand on regarde, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je pense à Matapédia et les plateaux, quand on voit les petites communautés, comment, tu sais, leur volonté de survivre, leur vivacité malgré tout,
mais puis là, c'est regardé tout le temps sous l'angle du vieillissement, veut pas. Sur cette question-là, là, la survie. C'est important. C'est important, puis c'est bien aussi de garder nos services de proximité quand on peut l'avoir. Je vais donner comme exemple le village de Saint-François d'Assise. Il y a eu un incendie, l'épicerie du village a passé au feu, mais spontanément, il s'est créé une coop, puis un tour de force qui a fait que 6 semaines plus tard, on mettait les pieds dans une épicerie à Saint-François d'Assise, qui est une épicerie qui fonctionne très bien parce que les gens du village l'encouragent puis se mobilisent. Puis pour les aînés, si je reviens comme à pour les aînés, ben, c'est un service de proximité qui leur permet de maximiser leur maintien à domicile parce que quand tu as besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller te chercher du lait, du pain, des œufs, ben, c'est peut-être, puis tu n'as pas les ressources ou tu n'as pas d'entourage qui va faire un filet de sécurité autour de toi, mais peut-être que là, tu vas prendre la décision de quitter ton village. Mais c'est que les services de proximité, c'est sûr que dans la mesure du possible, il faut essayer de maximiser ça, même si le village est petit, vieillissant. Ce qui est fou dans la situation, je trouve, c'est souvent l'interdépendance. C'est comme on parlait avec Mélissa Gauthier, la directrice de la Vida des Plateaux qu'on a vu dans la vidéo. Là. Oui. Ce qui est vraiment important, puis qu'est-ce qu'elle nous dit, là, c'est que le service de CPE, le service de garde, fait en sorte qu'elle peut avoir son personnel sur place. Puis si la CPE ou la garde en milieu familial ferme, elle peut perdre ses employés. Puis en même temps, les personnes aînées ils ont un impact à ce niveau-là. Donc, il y a comme une interdépendance. Tout est interrelié. Oui. Puis c'est sûr que comme partout au Québec, comme Mélissa le mentionne dans la vidéo, ben, les services de garde, c'est un enjeu. Puis il y a plein d'enjeux. J'aime la vision de Bruce qui dit que c'est un laboratoire parce que c'est sûr que ce qui se passe, on est un petit peu en avance sur l'ensemble du Québec. Ce qui se passe en Gaspésie va finir par se passer ailleurs. Puis c'est sûr que on a beaucoup de choses sur la planche, de pain sur la planche. En fait, là, toute cette démarche-là, si ça peut comme être le début d'une relation là, sur le long terme, là, où on partage nos situations. Je trouvais ça intéressant d'entendre aussi la présentation de Sébastien pour ça, là, de voir des fois, on en a des zones de type suburbaine en Gaspésie, comme je pense à mon coin, là, à Maria, là, il y a des petites zones où il y a plus les services de santé, là, il y a des petits développements domiciliaires qui existent, puis qu'il y a le même genre un peu de dynamique avec les maisons pavillonnaires. Il y a toutes sortes de recoupements possibles, puis mais c'est de saisir cette spécificité-là. Là, j'irais pour laisser tu sais, on vient déjà de commenter, là ça va être possible de continuer la discussion sur les présentations et les vidéos. Merci Annick, merci Pierre-Luc. Écoutez, je pense que la premier commentaire à faire, c'est que les gens veulent savoir si la vidéo va être disponible en ligne. Donc Pierre-Luc, tu nous feras un petit suivi là-dessus par après. Félicitations pour tout le monde pour la vidéo. Il y a quelques questions. Pierre-Luc, tu veux que je gère les questions ou tu gères les questions comme tu veux? Je les ai comme peu, j'ai pas vraiment vu parce que on était dans notre échange. Voici. C'est correct. Je gère. Alors, quelques questions, à part les félicitations pour la vidéo, je vais y aller avec un peu quelques questions concernant des éclaircissements pour la présentation de Sébastien. Sarah Bassine veut comprendre qu'est-ce qu'on entend par défavorisation civique. Et peut-être un exemple qui permettrait d'expliquer ce concept un peu difficile. Oui, ben c'est un concept difficile, ou en tout cas, c'est pas un concept, c'est pas un terme consacré, c'est une idée là qui est ressortie de nos résultats, tout simplement. C'est associé finalement à la place d'un groupe ou la place d'une communauté, en fait, dans le milieu où elle habite, par rapport aux services municipaux. Je vais donner un exemple très, très simple. Par exemple, il y a des groupes, on prend par exemple les Grecs, qui sont présents.
c'est arrivé à 2 endroits, hein, à Parkex, qui est un de nos quartiers, puis à Chaumédé aussi, où les Grecs sont présents dans les 2 endroits, et où, en fait, il y avait beaucoup de facilité à louer des locaux, à organiser des activités pour la communauté, puis pas que pour la communauté, pour les personnes âgées au sens plus large. Puis on avait des communautés qui étaient moins bien organisées, moins bien représentées, avec l'impossibilité de louer des locaux ou l'impossibilité de prendre place, en fait, dans l'activité de l'arrondissement ou du secteur, parce par exemple, il n'y avait pas d'association formelle, en fait, avec une charte ou un président, etc. Il n'était pas bien organisé, ou en tout cas organisé de façon formelle et officielle. Et puis, ben, ça coupait plein de possibilités de pouvoir participer puis de pouvoir organiser des événements. Donc, cette défavorisation-là, elle est due au contexte, au fait que ce groupe-là n'est pas présent depuis longtemps, qui vient d'arriver dans le quartier, qui vient de s'installer, pour probablement plein de raisons. Mais pour nous, c'était une dimension intéressante à creuser, puis c'est ce qu'on va continuer à faire peut-être pour préciser notre concept. Excellent. Et il y a peut-être en lien avec une question de Magella Simard qui se demande si tu comptes mesurer, Sébastien, le renforcement des capacités des personnes âgées immigrantes par les formes d'entraide ou de soutien, notamment pour la question de la mobilité, ce qui fait un peu lien avec ce qui était présenté dans la vidéo, comment l'entraide est extrêmement importante, notamment pour la question de l'accès aux services, surtout dans des territoires très, très dépendants de la voiture, dans un contexte où il n'y a pas de plan B, c'est ça ou c'est ça. Donc, Sébastien, le renforcement des capacités des personnes âgées, est-ce que ça va être mesuré? Comment? Ben, en fait, je pense pas que dans le projet, on va avoir le temps, puis on va avoir le type de données pour le mesurer, en fait. Par contre, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est les mécanismes, c'est les circonstances, puis c'est les dynamiques contrastées, disons, entre les territoires puis entre les communautés qui vont placer les personnes en situation de vulnérabilité, là, comme on a pu, ou en situation problématique, comme on a pu le voir dans le film. Là, c'était très, 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 très éloquent. Là. Donc, on va rechercher beaucoup plus les mécanismes ou les logiques que les mesurer. Mais évidemment, un coup qu'on connaît les mécanismes, on peut essayer ensuite, dans un autre projet, dans une autre étape, de les mesurer. J'aime ça, dans un autre projet. Donnez-moi quelques instants que je retourne avec une question. Pardon. Il y a beaucoup de félicitations sur la vidéo, alors c'est difficile de faire le tri entre des questions et des félicitations. La vidéo avait permis de bien décrire les différentes réalités de la vie des aînés dans les différentes régions, dans la région d'Avignon. On parlait de laboratoire. À un moment donné, que la Gaspésie serait vue comme un laboratoire parce que toutes les régions s'en vont par là. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la région les banlieues d'immigration de Montréal constituent des laboratoires aussi pour les villes moyennes, puisque la réalité que vivent ces territoires de banlieue à Montréal aujourd'hui, c'est une réalité que finalement va arriver d'ici 15-20 ans lorsque les personnes immigrantes, les personnes qui sont arrivées en région pour travailler, vont finir par vouloir rester sur place. Et puis pour reprendre le propos de la première personne qui parlait, moi je suis ici toute seule, je n'ai pas de famille ici, et donc comment je m'active. Mais là peut-être Annick, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé de avoir ces défis d'immigration dans des territoires comme de la Gaspésie? Tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui comme Pierre-Luc disait, liés aux besoins de la santé et tout
ça. Mais moi, comme dans mon rôle d'ITMAV, les rejoindre, les mettre en relation avec tous les services offerts, avec les aider à sociabiliser, à créer des liens, ça fait partie de mon mandat. Puis je crois que c'est un besoin qui est vraiment comme nécessaire parce que des fois, c'est très complexe de s'y retrouver au travers de tous les programmes, de toutes les mesures. Puis moi, ben c'est une courroie de transmission, dans le fond, un pont entre la personne et les services qu'elle a besoin. Ben. Merci, Annick. On demandait une question ici à Amélie Myriam Plante. Bonjour, Amélie. Relativement à l'aspect rester en santé dont tu parlais, Sébastien, et les lieux de socialisation et de loisirs. Amélie veut savoir si on a considéré l'accès au parc et aux espaces verts ou qu'est-ce qui est rentré dans la catégorie rester en santé. Est-ce que rester en santé, c'est seulement accès aux hôpitaux, pharmacies, aux cliniques, ou rester en santé, ça concerne aussi l'accès à des lieux qui nous font demeurer actifs, au fait. J'aurais tendance à mettre même un centre commercial dans certains contextes. Donc, des précisions là-dessus? Ben oui, ben là, on est, comme je disais, on est dans les analyses, là. C'est sûr que pour la question des espaces verts en banlieue, on avait tendance peut-être à la mettre un peu de côté pour, en tout cas, les secteurs de propriétaires, puisqu'individuellement, ils ont accès à une cour, un jardin, etc. Alors là, c'est peut-être plus les lieux de socialisation qui vont contribuer à la santé, mais à la santé mentale ou en tout cas plus largement. Mais ça, c'est clair que les quartiers qui nous intéressent en ville, ben là, l'accès aux espaces publics, aux espaces verts publics, ça va faire partie de la carte, là. Mais je dois dire que pour la banlieue, là, on l'avait mis peut-être de côté là, pour répondre à la question directement. Là, il y a une question qui était posée lorsque Sébastien faisait sa présentation, mais en fait, je pense que c'est plus Pierre-Luc qui pourrait aussi répondre. La question du soutien des services. Donc, on montrait bien que dans les territoires de banlieue, c'est pas toujours évident. Les services et le soutien communautaire n'est pas toujours présent. Ça dépend vraiment du territoire, mais qu'en est-il finalement dans les petites villes en région que tu as visité, Pierre-Luc, dans le cadre de documentaire? Est-ce qu'il est possible de voir cette extrapolation, le cas, le témoignage à la fin de la vidéo de monsieur qu'on laisse dehors parce que on n'a pas pensé que on peut pas faire des rendez-vous à 8 heures du matin si tu demandes aux gens de se déplacer de la Gaspésie à Québec. Donc, c'est sûr que, tu sais, nous, on le perçoit comme ça, souvent comme chercheurs, parce que nos mandats nous viennent souvent de la santé publique, etc., ou les bailleurs de fonds sont souvent de l'angle de l'intervention. Je dirais que du point de vue des personnes sur le territoire, les services, c'est quelque chose de, tu sais, qui est périphérique là, pour eux autres, dans le sens qu'ils vont y aller quand ils en sentent le besoin. Puis même des fois, ils vont faire avec leur situation de santé, même si c'est pas extraordinaire. Là. Quand on voit Jacqueline, là, qui est intervenante de milieu là, auprès des personnes en situation des aînés en situation de vulnérabilité, ce qu'on voit, c'est qu'elle a fait vraiment ce qu'on appelle en bon québécois de l'outreach. Là. Elle s'en va vers les gens. Puis c'est ça aussi qu'Annick fait. Là. Puis ces personnes-là sont dans une logique aussi d'indépendance aussi, comme quand on voit la situation de Serge, et quand même, on dit, elle est spécifique, mais on en entend souvent parler des situations où des personnes ont décidé de vivre un peu plus à la marge, puis en Gaspésie, on a une grosse partie du territoire qui est comme l'Interland, c'est les terres publiques, les territoires non organisés, puis il y en a qui connaissent ça essentiellement pour la chasse, mais il y a des camps, il y a toutes sortes de choses comme ça, puis il y a des gens qui vivent un mode de situation de précarité résidentielle, là, carrément qu'on pourrait appeler quasiment comme de l'itinérance dans des lieux qui ne sont pas nécessairement destinés pour l'habitation permanente. On ne l'a pas couvert, mais Serge est comme mitoyen entre ces deux situations-là parce que sa maison, lui, il a le droit de l'occuper, il en est propriétaire, mais il est quand même relativement isolé, il n'y a pas vraiment de voisins. Puis là, avec l'avancée en âge, là, c'est la question de l'autonomie, faire ses propres rénovations. Il y a tellement de choses qu'on a évacuées pour faire le documentaire parce qu'on montrait
sa petite ferme, là, il y avait des lapins, toutes sortes de choses. C'est quelqu'un d'extrêmement débrouillard, mais il sait là, que son corps vieillit, puis lui-même, à un moment donné, on ne l'a pas dans l'entrevue, il va dire « C'est vrai là, qu'il faudrait que j'aille vivre à un autre endroit. » Sauf que là, on se retrouve dans une chose qu'on n'a peut-être pas mis assez l'accent dessus, la question de la crise du logement en Gaspésie qui est comme terrible. Là, on a des taux de 0%. Puis les seules places où c'est évalué, mettons les taux d'inoccupation, c'est notre seule ville, entre guillemets, de la Gaspésie. Notre seule ville de la Gaspésie, ça serait Gaspé, parce qu'il y a 11 000 personnes. On s'entend que la ville de Gaspé, c'est le regroupement d'à peu près 11 petites localités dans les années 60. Le centre de Gaspé, c'est 4 000 personnes. Puis là, il y a toute cette réalité-là d'être capable de le mesurer. Des fois, on n'est pas capable parce que les indicateurs, ils sont pas assez sensibles pour venir avoir les données sur les situations. Donc, là, on parlait de la question du rapport au système de santé. Ben c'est ça, c'est très variable selon ce qu'on a vu sur le territoire dans la vidéo. C'est comme des gens qui vont vivre en centre de service, puis j'en ai rencontré beaucoup des personnes, c'est des infirmières à la retraite qui sont super proactives là, sur leur santé. Là. Ils vont être vraiment dans ce mode-là, ils vont aider leur entourage. Puis il y en a d'autres que ça va être comme Serge, puis il y a des situations entre les deux. Je pense que je serais peut-être je ne sais pas si on a encore le temps, mais la parole à Annick. Chaque année a son histoire, mais nous aussi, dans le coin des plateaux où j'habite, on a comme Mélissa en parle dans la vidéo, on a à composer aussi avec la proximité avec le Nouveau-Brunswick où les gens vont avoir des soins au Nouveau-Brunswick, mais l'information transige pas. Les fois, les soins à domicile sont pas avisés. Ça devient problématique. Des fois, c'est un cas puis j'ai peur, comme Mélissa, que des gens refusent de prendre l'ambulance pour aller au Nouveau-Brunswick puis qu'ils prennent leur auto avec des problèmes de santé majeurs puis qu'ils fassent la route pour aller dans les hôpitaux québécois. Aussi, comme Pierre-Luc disait, il y a vraiment les aînés qui ont chacun leur histoire, mais c'est des histoires ça leur appartient à leur vieillissement. Puis moi, quand je les rencontre, c'est vraiment aussi de respecter leur mode de vie, leur rythme de vie, m'adapter à ça, leur offrir les services qu'ils ont besoin, mais des fois, ils reconnaissent pas qu'il y a un problème. C'est juste moi, dans ma vision, mes lunettes, je vois que c'est pas comme la norme, mais si eux autres sont corrects là-dedans, en autant, moi, je m'adapte à leur réalité, à leurs besoins. Puis on travaille ensemble, je respecte aussi leur empowerment. Je ne fais pas les démarches à leur place, je les accompagne les démarches, je leur montre le chemin à prendre. Mais une situation comme Serge qui ont laissé dormir dehors, c'est inacceptable. En effet, j'ai ici une question ponctuelle de Madame Jeannette Harvey. Qui habite en Gaspésie, destinée à Pierre-Luc. Avez-vous trouvé si les services disponibles sont différents pour les anglophones, les francophones ou les personnes autochtones des premiers peuples? C'est clair qu'il y a des différences dans l'accès au programme. Une des premières choses que j'ai apprises là, des membres de la nation Micmac, c'est que, par exemple, les ITMAV, les intervenants travailleurs de milieu là, qui sont au niveau du secrétariat des aînés, il y a un appel d'offres pour avoir des fonds pour les avoir, puis eux autres ne font pas partie de l'appel d'offres. Par exemple, ça, c'est une chose qui a été dénoncée, entre autres, au niveau plus national, même par les regroupements des Premières Nations. Fait que ça, oui, ça existe. Ce qui est comme une situation, on est dans une autre situation où les minorités sont anglophones. Ça, il y a ça aussi à la Côte-Nord. La base Côte-Nord aussi connaît cette réalité-là. On a rencontré M. Bruce Wafer, qui est impliqué dans les organismes aussi longtemps. Puis, est-ce que c'est différent ou pas? C'est la question d'avoir des services dans sa langue. C'est aussi la question aussi de se sentir à l'aise, d'être. Puis, il y a aussi toute la réalité qu'Annick expliquait avec le Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de gens qui vont ils vont être sur l'heure du Nouveau-Brunswick. Il y a des anglophones qui vivent, exemple à Escuminac, qui vont être sur l'heure du Nouveau-Brunswick en étant au Québec. Comme il y a des ça, c'est pas des choses que moi j'ai pu comme explorer autant que j'aurais voulu, mais c'est clair qu'il y a comme pas nécessairement les mêmes services, puis pas nécessairement le même rapport aux services aussi de ces communautés-là. C'est ça qui est vraiment à prendre en compte. Merci.
me permettrait d'ajouter, faire du pouce un peu sur ce que Pierre-Luc vient de dire. Comme pour moi, pour ma tâche, là, mettons, dans le temps de la pandémie, on n'avait pas accès au Nouveau-Brunswick. Il y avait vraiment des douanes, tout ça. Puis les gens qui avaient accès à y aller pour des soins essentiels, c'était évalué au cas par cas. Il fallait, comme travailleuse de milieu, que je les aide à s'enregistrer, à avoir un numéro d'enregistrement. C'était vraiment complexe. Fait qu'il y a des gens qui ont juste pas pris de rendez-vous, puis on se ramasse 2 ans plus tard, puis les problèmes de santé, ben on continue à progresser dans ces 2 années-là. Fait qu'on a des cas plus évolués, plus lourds. C'est vraiment, c'était indépendant de nous, c'était vraiment la politique de notre province. On devait s'adapter. Effectivement, la notion de rapport au service qui serait différente est intéressante. Une question pour Sébastien. Est-ce que ce rapport au service de la part des populations immigrantes serait aussi différent? Autrement dit, est-ce qu'on peut envisager que les personnes âgées immigrantes ont un rapport au service qui serait différent des personnes âgées non immigrantes, ou même au sein de populations âgées immigrantes de deux parties différentes seraient différents? Je m'explique. En regardant les cartes des organismes communautaires, par exemple la Chaumédé, il y en avait certains, d'autres on sait qu'il y en a beaucoup à Parc Extension, mais pour la communauté asiatique, il y en avait beaucoup moins. C'était très ponctuel. Est-ce que il y aurait des attentes? Les personnes âgées de la communauté grecque s'attendent à ce qu'il y ait des organismes communautaires qui prennent en charge certaines choses, alors que du côté de la communauté asiatique, c'est moins le cas. Est-ce que on a pu voir certains éléments dans ce sens? Ouais, ben il y a plusieurs choses là-dedans. En fait, il y a déjà l'historique en fait des communautés, le nombre d'années ou de décennies qui sont implantées et les possibilités qui se sont données de s'organiser, puis comme les Grecs, d'arriver avec des institutions reconnues, puis des lieux, en fait, symboliques qui sont présents. Donc, la première chose, c'est que dans ce cas-là, les institutions sont présentes, mais n'ont pas suivi nécessairement la communauté où elle est rendue, en fait. Les sites sont restés au centre-ville, puis là, il y a avoir accès à la mobilité ou pouvoir se rendre à différents moments dans l'année. Donc, là, c'est pas tant de pas avoir de lieu ou pas avoir d'organisation que d'avoir la mobilité pour pouvoir les rejoindre, en fait, dans un autre quartier, dans l'espace métropolitain. Donc, la dimension mobilité, elle ressort comme un facteur peut-être secondaire, mais qui est important si on est plus loin de la communauté. Deuxièmement, il y a l'organisation formelle qui se matérialise dans l'espace. Donc, je sais pas, le quartier ethnique ou le lieu où la communauté est présente puis est visible dans l'espace. Ça, c'était présent il y a plusieurs années, mais là, avec les technologies, avec la mobilité virtuelle, avec la mobilité aussi qui est beaucoup plus accessible dans l'espace, là, il y a des communautés qui s'organisent sans nécessairement avoir de lieu précis. Ils vont se rencontrer pour des fêtes dans certains lieux, dans des espaces publics, mais le lien, il va être virtuel ou il va être dans des réseaux. Puis c'est ce qu'on pense un peu voir là dans des quartiers comme Brossard ou des communautés comme les Maghrébins ou comme les Asiatiques à Brossard. Il y a peu de lieux formels ou forts qui se matérialisent dans l'espace, mais ça ne veut pas dire que la communauté n'est pas là, en fait. Elle est là sous d'autres logiques ou d'autres modalités, notamment par le commerce, par des activités annuelles, mais qui ne seront pas nécessairement dans des églises ou dans des lieux très, très visibles. Donc, c'est ces nouvelles logiques-là qu'on veut explorer, en fait, dans
dans le projet, mais qui sont hyper importantes pour les villes, en fait, quand vient le temps de donner des services à la population, là. S'il y a une population invisible ou s'il y a une population que la municipalité ne connaît pas ou ne connaît pas de la bonne façon, ben là, c'est difficile d'amener des services puis de répondre aux besoins. Donc ça peut faire écho à plein de communautés, là, y compris des communautés linguistiques qui n'ont pas de service dans leur langue ou des communautés culturelles où on parlait des Autochtones qui ne sont pas reconnus dans les services qui sont offerts. Donc, ça participe à la même logique, en fait. On entend. Là, je pense. J'ai perdu ma fenêtre, hein, désolé, en essayant de gérer trop de fenêtres en même temps. Il nous reste 5 minutes. Je voulais juste prendre une question. En fait, plusieurs questions concernant l'enjeu de l'échelle de réflexion, l'échelle de planification. Par exemple, on parlait de Gaspésie, mais le nom complet, c'est Gaspésie, île de la Madeleine, mais on sait que la réalité des îles de la Madeleine, elle doit être très différente aussi de la réalité de la Gaspésie. Même Sébastien, avec les travaux qu'on avait faits, on voyait que les aînés qui habitent, par exemple, à Shawinigan, ils vont à Trois-Rivières au moins 2 fois par semaine, puis c'est pas la même municipalité. Donc, il y a toute la question de cette réflexion, l'échelle de la réflexion. Majla Sima a proposé de regarder du côté des schémas territoriaux du vieillissement, comme cela se fait en France. Mais il est clair que il y a une réflexion à faire. C'est toute la question, comme tu dis, Sébastien, de la mobilité. C'est-à-dire, les aînés ne se déplacent pas seulement dans un petit espace. Tu veux ajouter quelque chose, Sébastien? Oui, bien, sur ces échelles-là, justement, c'est super intéressant, les schémas. Mais il faut peut-être aussi sortir de la logique d'avoir un schéma pour tous les services. Il y a peut-être des services qui sont à une échelle puis qui ne sont pas à une autre échelle, où il y a certaines régions où certaines échelles comptent, puis quand on sort des grands centres, ben, l'échelle est complètement éclatée, mais c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le projet avec les politiques urbaines. Il y a des politiques provinciales, des politiques régionales, mais ces schémas-là, il faut qu'ils soient multiscalaires, en fait. Juste un petit détail. Merci. Il y avait encore 4 questions. Je vais les garder, les sauvegarder et envoyer des réponses par courriel. Pierre-Luc, je te laisse le mot de la fin. En fait, le mot de la fin, c'était simplement pour dire là, que la question, remercier d'abord le cinéaste là, Mathieu Boudreau. Là. Il y a eu beaucoup de questions sur quand est-ce que ça allait être accessible. En fait, on veut que ce soit accessible le plus largement possible. Puis pour ce faire, il y aurait des possibilités que ça soit diffusé en télé régionale ou etc. C'est pour ça qu'on attend un peu avant de faire une diffusion large sur YouTube. Il faut qu'on en parle en équipe, puis il faut qu'on en parle aussi pour voir les options. Je sais que Mathieu, c'est quelqu'un qui est très, très versé dans tout ce qui se fait pour la diffusion, mais soyez pas inquiets, là, c'est notre priorité, c'est de pouvoir diffuser notre matériel, incluant la vidéo. Là. Excellent. Merci tout le monde. 4 minutes avant la fin, Mégane, je te laisse la parole. Oui, je vais juste dire un petit mot et c'est juste un grand merci aux animateurs, panélistes, participants, cinéastes de nous avoir rejoints. C'était vraiment ce fut un panel tellement intéressant, riche, génératif. Alors, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour notre panel numéro 2, ce qui est intitulé « Appropriation des espaces et des milieux de vie pour un vieillissement sur place ». Alors, merci beaucoup.